Merci pour votre présence, parce qu'il y avait d'autres choses chouettes à faire ce soir. Et puis, revenez le 6 décembre pour Catherine. Alors, avec Carole, ce soir, nous allons vous emmener dans une promenade architecturale au gré du type de typologie de programmes différents et d'échelles différentes. Avant d'embarquer dans cette balade, on voulait partager un peu notre monde mental, comment est-ce qu'on pense et puis comment est-ce qu'on procède. Mais avant de commencer, on voulait d'abord remercier toutes les personnes qui sont d'accord de nous faire confiance pour travailler, et puis aussi notre super équipe qui a une persévérance et une endurance à toute épreuve, et les partenaires aussi avec qui on travaille de temps en temps qui doivent nous supporter. Bref, au bureau, ce qu'on cultive et ce qu'on croit, c'est que, à l'image de la citation de Gandhi, c'est qu'on est ce qu'on pense. Et puis, on pense que l'intention, elle est vraiment à la base du processus de création. Et puis que ce qui rend les choses possibles, c'est cette intelligence collective qu'on cultive tous. Dans notre profession, au quotidien, on œuvre toujours à cette interface entre l'intention et sa formalisation réelle. Du coup, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on est comme tout le monde. Notre travail, il s'inscrit dans l'air du temps. En allemand, j'adore ce mot, le Zeitgeist. On évolue dans un contexte qui est défini par des valeurs et des couleurs. Et puis, à l'image de l'ours polaire, les significations, elles changent. On passe du prédateur au symbole de la lutte pour le changement climatique. Donc, tout est en mouvement de manière perpétuelle. Ce qu'on aime bien aussi, c'est cet abord à la perception. C'est que notre perception, elle définit en fait notre rapport au monde. Et puis que la perception, c'est pas une représentation exacte d'une réalité. Elle est toujours subjective. Du coup, qu'est-ce qu'on fait dans notre vie? On passe notre temps à interpréter les choses sur la base de nos prérequis, soit notre bagage, nos expériences. Tout ça, ça nous sert de traducteur. Et puis notre lecture du monde, elle est résolument intime et chacun en a une autre. Du coup, qu'est-ce qu'on fait tous ensemble? C'est qu'on construit des identités. On construit un environnement construit qui nous marque au quotidien. Tous les jours, on évolue dans ces coulisses. Et puis ces coulisses, elles définissent nos souvenirs, tout en étant aussi en fait une surface de projection pour l'avenir. Donc cette identité, elle progressivement, elle définit notre mémoire collective et notre appartenance. Du coup, tout ça, comment ça se passe? Ça se passe en dialogue. Il y a une multitude d'acteurs qui participent à ce processus. C'est des processus de longue haleine avec des gens différents, des instances politiques, privées, jusqu'à une réalisation concrète avec des entrepreneurs. Et puis chaque acteur apporte sa pierre à l'édifice. Nous, on croit fermement que la qualité du processus, elle définit la qualité en fait du résultat, de ce qui se construit. Aujourd'hui, on fait face à des challenges qui forcent tout le monde à se poser des questions, à se surpasser. Tout évolue rapidement et avec couleur. Du coup, il faut être agile et réactif. Et autour de ces nouveaux challenges se dégagent aussi de nouveaux chemins. Il faut faire un shift dans sa manière de penser et aborder la vie un peu différemment. Du coup, au centre de nos préoccupations, si on peut définir une Wunschlist ou une liste de souhaits, ça serait un retour à peut-être plus de sens commun, plus de simplicité. Donc du coup, dans un contexte pareil, comment est-ce qu'on aborde notre travail? La tête dans le mur ou avec ouverture, et résolument, on a décidé de partir sur l'option de droite, donc de se poser toujours la question centrale du sens des choses, du pourquoi on fait les choses, et surtout comment on veut les faire. Ce soir, comme annoncé, on va faire un voyage ensemble dans notre terrain de jeu, la vallée du Rhône, qui a son imaginaire collectif. Et les projets que l'on va vous montrer illustrent chacun à leur manière l'air du temps et les préoccupations actuelles dans lesquelles on évolue. Je passe avec plaisir la parole à Carole. Merci Céline. Éco-énergie, c'est un projet qui a commencé en 2008. C'est une équipe
peut-être un peu folle qui s'est mise ensemble pour pouvoir imaginer comment est-ce que le futur énergétique de la région allait pouvoir évoluer, qu'est-ce qu'on allait faire des matériaux qui sont jetés, comment est-ce qu'on pourrait les revaloriser. Et puis de ce projet-là sont issus plusieurs projets découlants. Donc il y a eu une question de comment est-ce qu'on pourrait faire du gaz. Là, c'est comment est-ce qu'on peut faire de l'électricité. Et puis qu'est-ce qu'on fait avec les surplus de tout ce qui produit de l'électricité, ces chaleurs qui ont aussi une valeur qu'on arrive à transformer maintenant en chauffage à distance. Donc en 2008, tous ces gens-là se sont mis autour de la table pour pouvoir réfléchir à qu'est-ce que le Valais aurait besoin, où est-ce qu'on pourrait localiser un projet comme celui-là, et qu'est-ce qui pourrait devenir, comment on arriverait à fédérer autour d'un projet tel que celui-là les différents partis intéressés. Depuis tout ce temps-là, on a cherché pour ce projet-là à mettre ensemble des différents partenaires qui aujourd'hui sont fiers de pouvoir montrer leur usine qui est en phase terminale de construction. On est en train de mettre en service et bientôt un chauffage à distance permettra de chauffer une partie de la région de l'ouest de la ville de Sion, plus particulièrement Vétro à Pro, et puis probablement une partie d'Ardon. Donc ça a été un projet qui a voulu vraiment réunir les acteurs locaux le plus possible, tant que se peut se faire. Et donc il est en partie arrivé à ce but. Et maintenant, il est en phase de pouvoir produire ce dont on attend de lui. On a intégré ce projet-là dans un contexte aussi bien entrepreneurial que ressources matières premières très locales. Tout ce qui est brûlé, donc ça devient une usine de combustion de bois propre. Donc c'est quelque chose qui est assez spécifique puisqu'on a un tri de ces déchets qui permettent de faire fonctionner cette usine. Donc on est vraiment dans une économie qui utilise le recyclage à 200% pour pouvoir valoriser ensuite ces matériaux. En plus des matériaux de recyclage, la volonté a été de pousser la réflexion plus loin sur la production d'énergie par le soleil. Donc on est également dans quelque chose de très renouvelable, avec la maximisation de l'utilisation des toitures, avec une production par panneaux photovoltaïques d'électricité qui elle-même permet d'alimenter en direct l'usine pour ses propres besoins, et puis à la possibilité, en cas de surplus, de réinjecter l'électricité dans le réseau. J'ai un peu le micro qui s'en va, monsieur. Je vais le tenir, ça va être plus simple. Le deuxième projet qu'on vous montre là, en fait, c'est un projet de mobilité douce qui a fait partie de l'agglomération qui est autour de Saint-Léonard-Uvrier. C'est une passerelle qu'on a planifiée le long de la Lienne, sur la Lienne. Elle permet de relier Uvrier à Saint-Léonard, ou vice-versa, ça dépend des jours. Et elle permet aussi de simplifier le chemin jusqu'à la gare de Saint-Léonard. Donc l'idée, c'est non seulement de simplifier les trajets pour les habitants proches de la passerelle, mais également, si on la prend dans l'autre sens, donc de manière transversale, la Lienne coule à travers le village de Saint-Léonard et puis longe Uvrier et Saint-Léonard pour finir dans le Rhône. Et puis urbanistiquement parlant et puis paysagèrement parlant, on relie via ce cordon vert la promenade du bord du Rhône avec l'agglomération de Saint-Léonard qui, elle, est Uvrier, qui, elle, est complètement bâtie et urbanisée. Donc la valorisation aussi au niveau paysager de ces cordons verts, ça permet de requalifier, ça permet de redensifier et de donner un nouveau sens à ces promenades qui étaient un petit peu désuètes. Donc là, on le voit pas vraiment. On le voit en tout petit gris. La seule chose qui est perpendiculaire au bleu, c'est la passerelle. Donc avec ce cordon vert qui est en devenir et en densification. Avec les images à proprement parler, l'idée d'utiliser les matériaux qui étaient déjà en présence sur place, avec la route cantonale qui est déjà bordée de ces murs en pierre, de prolonger l'existant, de faire avec ce qui est sur place. Donc là, les choix des matériaux également, on a plus haut une écluse en métal, donc l'idée c'était de répéter ou de réutiliser des matériaux qui sont déjà en présence. Pour le troisième projet, c'est l'école de Martinique-Croix, de la commune de Martinique-Combe.
C'est un projet qui s'inscrit dans la rénovation de l'école existante. L'école existante elle n'avait pas été renouvelée depuis 30 ans. Donc là, le challenge de ce projet, ça a été de pouvoir le mettre à jour d'une manière énergétique, sismique, et puis d'augmenter sa capacité d'accueil des enfants. C'est une école primaire. Donc l'idée, c'était de pouvoir, dans la continuité des volumes, inscrire un volume, c'est celui que vous voyez au milieu, en plus, qui permet d'ajouter 2 salles de classe, une salle des maîtres, une salle de rencontre pour les parents et une salle pour le directeur. Ce projet a permis de mettre aux normes au niveau feu toute l'infrastructure. Donc, partie d'une infrastructure existante, on a réussi à le mettre à jour et à le rendre utilisable aujourd'hui encore pour l'enseignement. On voit là sur le milieu cette petite courette en plan et puis le volume en rouge qui est le nouveau volume qu'on a inséré. Le fait d'avoir choisi une densification par l'intérieur, c'était l'idée de pouvoir maximiser l'utilisation des circulations horizontales existantes, de ne pas devoir dédoubler ces circulations puisque ce n'est pas des endroits où c'est pas là où on apprend le plus, disons. On apprend aussi. Mais l'idée, c'était de pouvoir profiter de ce qui était déjà en place pour avoir un volume bâti le plus compact et dense possible. L'autre argument de ce genre de projet-là, qui a voulu être très dense, c'est de sauvegarder du territoire à proximité de l'école, puisque leur idée, c'est de pouvoir valoriser encore les parcelles adjacentes avec potentiellement d'autres projets dans le futur. Donc on a proposé là une solution qui était respectueuse du reste de l'espace encore bâtissable autour de l'école. Donc là, simplement, vous voyez les plans. On a aussi pu connecter verticalement. Ça, c'était important parce que c'est une réalité d'aujourd'hui qui n'était pas une réalité d'antan. La mobilité... La circulation verticale. Ouais, Ascenseur. l'ascenseur. Ouais. Ouais, la circulation pour les personnes à mobilité réduite. Donc l'idée, c'était de pouvoir rendre tous les étages accessibles, aussi bien pour les personnes qui sont chaises volantes ou qui ont cassé une jambe, aux espaces inférieurs, donc de sous-sol et de stockage. Donc là, un petit panorama de vue intérieure avec les matérialités. La cour, qui était existante mais remplie par la bibliothèque qu'on a démontée pour faire place à un jardinet qui leur permet d'avoir un espace intérieur qui est protégé et qui permet d'amener de la lumière sur tous les espaces de circulation ainsi que sur les nouvelles salles de classe. On vous a mis là une autre partie de notre métier. On s'est dit, les belles images, voilà, hein, il y en a beaucoup. On met un peu de détails constructifs. C'est ce qui nous permet d'arriver à une finalisation de notre métier. Finalement, c'est ça. C'est ce genre de détails-là, de dessins-là, qui va nous permettre ensuite de réaliser et de se faire comprendre. C'est notre manière de communiquer avec les différentes entrepreneurs, bureaux techniques, les gens qui nous entourent, sans lesquels on n'arrive pas à faire avancer un projet et qui sont des pièces maîtresses de toute cette équipe qui œuvre à transformer, en l'occurrence, ce bâtiment-là. Donc, je ne rentre pas dans les détails, mais c'était pour que vous puissiez avoir une image de la complexité, en fait, et de toute l'information qu'il faut pouvoir transmettre pour arriver aux belles images que vous avez vues tout à l'heure. Voilà, jusque dans le détail, la mise en perspective des montagnes avec cet agencement de différentes toitures à différents niveaux. Et puis, toujours cette mise en relation avec le grand paysage, puisque cette aussi conscience que ce qu'on construit aujourd'hui ou qu'on transforme aujourd'hui va durer quelque chose comme 60 à 80 ans. Donc, c'est bien, si on arrive à bien faire, c'est mieux. Je passe la parole à Céline pour la petite enfance. Pour la petite enfance. Donc, de retour à Sion, on se situe dans le quartier de Champsec.
Il s'agit de l'association de la pouponnière valaisanne qui, entre-temps, a été reprise par la communauté, enfin la collectivité publique. À l'origine, cette pouponnière est ouverte en 1946 par une femme entrepreneuse baloise qui, qui est venue se faire soigner en Valais pour une tuberculose. Et puis, face à la précarité en fait, de la situation des femmes, a décidé d'ouvrir premièrement cette pouponnière. Et elle a été ouverte dans l'ancien hôpital des Bourgeois. Fille de son temps, l'ancien hôpital des Bourgeois devait être rénové, mise à jour sismique principalement. Et du coup, l'association, enfin la pouponnière a été déménagée dans l'ancienne usine Tavaro, propriété de la ville. À ce moment-là, le bureau Berclat-Torrent, donc Jean-Luc qui est présent, on fait un super projet temporaire pour la partie supérieure de la halle. Donc on voit là les maisonnettes se dessiner, c'était en 2008. Et l'idée, c'était vraiment que la pouponnière reste provisoirement dans cette structure. Pâques, les normes ont changé. La sismique aidant, il a été décidé que c'était impossible en termes de normes de retourner dans l'ancien hôpital. Du coup, la ville a décidé de pérenniser cette structure et de l'agrandir. Donc, c'est une structure qui est destinée au quartier de Champsec. Et c'est là que nous, on est intervenu avec une proposition d'agrandissement entre les deux halles et surtout la création d'un espace de jeu périphérique à toute cette halle pour que les enfants puissent se défouler, déambuler sans limite et dans le bonheur total. Donc en gros, vous voyez en coupe, ça c'est l'intervention réelle. Donc on a excavé ce sous-sol entre les deux bâtiments. Et puis dans la partie supérieure, on voit à gauche ce grand espace extérieur qui se défile. On devine aussi les cabanes de Berclat-Torrent qui existent encore, qui ont été mises à jour en termes de normes feu actuellement. Et l'idée principale du projet, c'est vraiment de dire, OK, ben, les enfants, ils ont toute cette surface supplémentaire extérieure qu'ils peuvent utiliser. Et le lien entre le haut et le bas se fait par ces patios qui éclairent l'espace inférieur dans ces zones-là. On a une cour principale qui est la cacahuète, avec cette grande chenot qui reprend l'eau, et puis un toboggan que vous verrez qui est juste magistral, qui a donné lieu à beaucoup de discussions, parce que c'était de savoir est-ce que ça peut être aussi ludique, parce que les enfants, ils vont jamais vouloir rentrer à la maison. Du coup, on a eu quand même le droit de le faire, donc vous le verrez ici. Donc ça, c'est le boudin principal qui amuse tout le monde. Donc cette cour, aussi la matérialisation, c'est aussi un thème qui récurrent dans ce genre de projet. On sait que le projet acclimatation et le changement climatique veut des sols poreux. Donc là, on a eu la chance de pouvoir mettre un deck à l'étage inférieur avec ce tartan. On voit aussi la chenot ici qui se dessine de manière poétique dans cette cacahuète. Les enfants, ils peuvent y passer un bateau en papier ou d'autres choses. Ils peuvent s'asseoir aussi aux balustrades pour regarder ce qui se passe en bas. Donc en fait, c'est vraiment un projet qui est adapté à l'échelle des enfants et il est plein de surprises. Ça, c'est les vues intérieures entre les salles. Donc toujours l'idée, c'est de travailler ces rapports visuels pour qu'il n'y ait jamais une limitation réel entre un espace et l'autre pour que les enfants ils aient toujours l'impression que le monde est grand et ouvert et que la vie continue. Voilà, c'était un peu ça l'idée derrière le projet. Dans les teintes, on a commencé à expérimenter avec des couleurs légères afin d'accompagner tout un chacun dans sa vie. Donc on voit apparaître un peu du rose, du jaune et voilà. Dans la même logique de la politique de la ville, donc de mettre en place par quartier des structures d'accueil pour la petite enfance. Donc il y en a 6 à Sion aujourd'hui. La partie nord de la ville, elle, au niveau du Grand Pont, a été dotée de la crèche nurserie des Châteaux. Donc ça, c'est l'ensemble du centre protestant comme on le connaît, avec sa cure, son école et son temple. Il a été construit de 61 à 68 successivement par
l'architecte Jean Souter pour ce qui est l'école et la cure, et l'architecte Pierre Schmitt pour ce qui est le temple. Donc la ville a passé un accord avec le centre protestant. L'école a été rétrocédée à la ville pour en faire une crèche nursery. Et du coup, la salle polyvalente qui était dans l'école est passée dans le socle du temple. On a choisi ce soir de vous montrer juste l'école devenue crèche nursery. Donc là, on se retrouve au niveau du chantier, toujours des moments magiques où tout d'un coup, le squelette et l'essence même du bâtiment apparaît. Donc là, on se situe dans les années 61, on a ces dalles magnifiques avec ces poutraisons qu'on n'a pas du tout envie de cacher. Et du coup, le bâtiment évolue au gré de son isolation, son étanchéité, au respect des normes, et la structure disparaît. Mais la magie reste quand même. Donc là, on voit le L qui se dessine. On devine aussi en coupe ce rapport à l'extérieur. Au niveau supérieur, sur la place arrière, il y a une sortie de plein pied, une deuxième entrée à l'arrière. Et la salle polyvalente, à l'époque, était semi-enterrée en rapport avec cette cour extérieure. Ici, on est sur le parking du C, pour ceux qui connaissent donc l'entrée. Qui n'est pas le C, la cible, je m'excuse. L'entrée se fait par là et le parking, il est à moitié sous cette cour extérieure. Ça, c'est l'espace extérieur de la crèche et ça, c'est l'entrée arrière. Du coup, en plan, on voit à gauche la structure antérieure, donc dessinée par Monsieur Souter. Et puis, on voit la modification qu'on a apportée, vu qu'on avait cette liberté grâce à la structure en place. Du coup, on a pu désaxer la géométrie existante pour permettre en fait, de faire un espace de restauration et d'accueil pour les enfants le matin. Et puis, l'idée, c'était de faire un grand mur habité qui contienne tous les espaces servants et qui permettent en fait de distribuer des deux côtés les fonctions. Donc, ça abrite la cabane pour la sieste, ça abrite les WC, la cuisine, et voilà. Et du coup, toujours important, la même idée qu'à la crèche pouponnière, il n'y a jamais d'arrêt net, il y a toujours une continuité des vues et des regards entre les deux. L'étage inférieur, l'idée c'est la même chose, ça c'est l'entrée principale, de casser en fait cette orthogonalité aussi pour une question acoustique. Et puis on voit se dessiner les salles d'activité avec leur espace servant au gré de l'avancement dans le projet. Les couleurs, elles ont été définies par une étude de la perception des enfants suivant leurs âges. Donc il s'avère que l'œil, dans sa croissance, perçoit des couleurs différentes suivant sa formation. Et puis, un autre paramètre qui était constituant pour le choix intérieur, c'était les monuments, enfin les matériaux déjà à disposition. Typiquement, le carrelage dans l'espace servant et qu'on a repris et thématisé différemment pour les salles de soins. Et puis, c'était notre vraie première expérience avec des couleurs, avec le soin porté à l'habit intérieur. Et ça a été une aventure en soi. On a testé géométrie et coloris. Ici, on devine ce meuble central qui distribue les salles des deux côtés avec ces espaces visuels et ces passages et ces niches où on peut s'asseoir. Alors, l'espace extérieur. Donc, l'idée aussi, c'était comme à la pouponnière, de laisser la plus grande liberté aux enfants. Donc, tous les jeux d'eau, ils peuvent les manipuler de manière analogue avec leurs petites mains. Et puis, il y a toujours ce rapport aux rondins, aux cailloux, enfin, pour qu'ils aient, malgré le fait qu'ils salissent quelque chose en main, qui ait une typologie de vie. Donc l'idée aussi derrière le projet de la crèche nursery, c'était de faire un espace où ils se sentent à la maison et pas dans une surface stérile comme un home, ce qu'on voit de temps en temps. Voilà, bon, ça a été super parce que ça a donné en fait le kick pour la revalorisation de la rampe Saint-Georges. Et puis on a pu redéfinir aussi l'espace nord avec une fontaine où les gens peuvent s'arrêter, s'abreuver sur le passage en direction du grand pont.
Là, ça a été la partie aussi très ludique et rigolote. On a développé une signalétique faite pour les enfants. Et du coup, on a joué sans arrêt avec ces formes géométriques. Vous voyez à gauche l'étude sur les couleurs, suivant la formation de votre rétine. Voilà, dans le même groove que ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant, le canton aussi, lui, il est occupé à la revalorisation de son patrimoine et il rénove beaucoup de ses bâtiments existants. Et dans cette optique, ils ont besoin d'une zone de décharge ponctuelle à la piscine 10 où ils peuvent relocaliser leurs collaborateurs. Donc dans ce cas de la piscine 10, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une transformation de halle industrielle pour accueillir en temporaire des employés d'État. Et puis on voit l'ambiance entre ces deux mondes avec cette partie supérieure de bureau et encore des ateliers, un mélange de fonctions. Donc là, par souci d'économicité, c'est un projet hyper radical. On monte des murs en briques, on a de la serrurerie, c'est tout simple. Et puis l'effet est super. Voilà. Un test aussi, c'est pour l'extérieur, c'est filtres végétaux. Donc pour faire protection solaire, on a monté des filtres végétaux qui permettent en fait de protéger les espaces de travail au rez-de-chaussée. On a eu quelques doutes la première année, ça poussait pas très bien, mais maintenant on y est et c'est vraiment assez cool si vous passez. Un autre projet, cette fois-ci à l'échelle d'un village, donc que ça soit le canton ou aussi les villages, ils travaillent à la revalorisation de leur espace de vie extérieur, à la qualité de leur espace public. Et dans le cas de Murat, ce qui est super intéressant, c'est que c'est une association d'habitants, c'est 20 familles du village de Murat qui se sont mis ensemble pour reprendre l'ancien café des Moulins, qui est situé dans la Maison Blanche au centre. Et l'idée, c'était d'en faire un lieu de rencontre intergénérationnelle pour toute la population avoisinante. Donc là, on voit l'idée en fait d'un bar central autour duquel tout se passe. Et puis, en effet, l'espace extérieur, il est super. C'est un ancien tilleul qui est juste incroyable avec une fontaine. Et ce café, il tourne, il rassemble les gens et il fonctionne vraiment comme vecteur de sociabilité efficace. Donc là, on voit l'ambiance intérieure. Et ce tilleul avec sa fontaine. Et je repasse la parole à Carole. Pour la suite, un projet a une chance incroyable de pouvoir participer à ce projet-là. C'est une maison qui se situe à Sierre, elle est sur la colline de Goubin, au sommet des escaliers de Goubin, pour ceux qui connaissent, à gauche quand vous arrivez au sommet. C'est un projet, cette maison, elle a été rachetée par une famille. Et donc il s'agissait de pouvoir, avec le projet, requalifier cette bâtisse qui est tout sauf aux normes de quoi que ce soit. Donc l'idée, c'était de pouvoir intégrer pour eux un confort qui soit actuel. Donc pouvoir intégrer ce confort-là, ça voulait dire des gros travaux intérieurs et extérieurs, notamment de la toiture. Comme vous pouvez l'apprécier sur cette image-là, la toiture n'a pas été simple à transformer. On a aussi, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est un bâtiment qui est protégé. Donc il était en note 3 au départ du travail. Et puis il est passé en note 2 au fur et à mesure du travail qui a été effectué. Donc ça veut dire qu'il est devenu plus protégé. Par le choix aussi de leurs propriétaires qui sont allés dans cette idée de patrimoine, de valorisation, de protection et qui sont vraiment entrés dans le jeu de tout ça. Pour l'évolution du projet, on a été accompagné par le service qui à l'époque s'appelait Bâtiments, Monuments et Archéologie, qui est le CIP aujourd'hui. Et un petit clin d'œil à notre collègue Laurent Grichting qui a accompagné le projet et qui est décédé la semaine passée. Donc ils ont suivi cette réalisation pour pouvoir nous aider à faire des choix. Donc que ce soit pour les arrêtiers que vous voyez en toiture ou bien pour plus tard à l'intérieur, le choix des couleurs, tout a été vraiment recherché jusqu'au bout. Donc là, c'est plus le chantier. Donc il y a eu une période où il a fallu intégrer tout ce qui était technique.
dans ce bâtiment-là. Donc ça voulait dire que tout était obsolète. Donc chauffage était existant, mais tout ce qui raccordait les chauffages existants ne l'était plus. La chaudière plus non plus. C'est un projet qui a été effectué en plusieurs étapes. On a commencé par le rendre habitable, donc faire tous les travaux intérieurs qui ont permis à leurs propriétaires d'emménager. Et puis ensuite, petit à petit, ils ont changé. Une fois la chaudière, ils ont optimisé maintenant avec des panneaux solaires. Ils ont permis, ils ont réaménagé ou plutôt requalifié des sous-sols qui étaient en perdition. Donc il y a vraiment tout un travail qui s'est étalé sur plusieurs années pour pouvoir rendre cette maison le plus accueillante possible. Et puis ce que vous voyez là sur les photos, c'est en l'occurrence à droite, c'est la version finale déjà investie par ses occupants, avec des sols qui étaient déjà là, qu'on a rénovés, qu'on a gardés, qu'on a complétés. Et puis d'autres sols, comme par exemple la cuisine, qui était c'était à peu près la seule pièce de la maison qui avait subi une transformation intermédiaire. Et cette transformation-là, elle avait été un petit peu... elle était obsolète et un petit peu malheureuse. Il n'y avait pas suffisamment de lumière dans cette pièce. Donc ce qui a été décidé, et c'est à peu près la seule intervention spatiale du projet, c'est de relier l'espace numéro 4 à l'espace numéro 3, qu'on voit ici, par cette ouverture qu'on a effectuée dans le mur qui était existant. Et on a requalifié cette cuisine-là, on a changé des sols qui étaient foutus, et puis on a refait un nouvel aménagement, un nouvel agencement. Dans le reste des étages, le projet a été principalement de trouver les bons papiers peints, les bonnes couleurs. Partout dans l'existant, il y avait des papiers peints. Dans toutes les pièces, il y avait un papier peint différent d'époque. Et là, l'idée, c'était de réinterpréter cette idée du papier peint. Ça a été aussi l'occasion de se poser la question du mur blanc. Qu'est-ce que le mur blanc dans une construction? Jusqu'à quel point on a envie d'avoir des murs blancs partout dans une construction? Est-ce qu'il n'y a pas une banalisation de chaque espace via le mur blanc? Donc là, on a eu cette recherche-là. Donc, tous ces papiers peints nous ont induits, nous ont forcés à nous positionner sur qu'est-ce que ça allait devenir, tous ces murs. Donc on voit que là, on a choisi d'un commun accord avec soit le canton, soit les propriétaires, des couleurs et puis des motifs qui ont été intégrés dans les différentes pièces. Pour les sols, également, on a à gauche, en bas, en bleu, on voit un carrelage qu'on a essayé d'assortir au carrelage que les cages d'escalier avaient déjà. Donc la circulation verticale avait déjà ce genre de matériaux qui vivent, qui se patinent dans le temps et qui changent au fur et à mesure. Donc on a pu, dans la cuisine et dans les salles de bain qui ont été refaites du point de vue de leur sol, intégrer le même type de matérialité, même si c'est une réinterprétation actuelle, que ce soit au niveau des couleurs ou des formes, de ce qu'il y a déjà comme matérialité sur place. L'identité. Oh, je redescends. Vous êtes dans le Val d'Anniviers, au-dessus du village d'Ayer. C'est un maillet cher à mon cœur, qui a été transformé. Il était déjà comme ça, donc tout ce que vous voyez là était comme ça veut dire qu'il était déjà en deux parties. Il était déjà accolé, ils étaient déjà les deux accolés l'un à l'autre. Et puis la majorité des ouvertures, pardon, et puis des pleins et des vides, du bois et du crépi étaient déjà tels quels. Donc tout ce que vous voyez a été soit complété, soit rénové. Donc complété dans le sens où ça faisait plus que 30 ans qu'il était à l'abandon. Donc une partie de la toiture était défaite, était complètement cassée et avait déjà la pluie et l'humidité avaient déjà attaqué les poutraisons supérieures, dont les sablières, qui ont dû être modifiées et pour la plupart changées. Donc on a intégré dans les ouvertures qui étaient existantes des fenêtres qui sont aujourd'hui à la norme actuelle, avec une isolation actuelle. C'est une transformation qui rend habitable à l'année cette bâtisse. Elle est isolée à l'intérieur. Elle est autonome également, donc dans l'idée de
de la question énergétique. Donc on a un captage d'eau pour l'alimenter, on a des panneaux solaires thermiques et photovoltaïques qui permettent d'arriver à une autonomie, et puis 2 fourneaux à bois, un devant sur la partie avant, un sur la partie arrière, qui complètent cette technique qui permet d'être confortable dans le chalet. Donc un des 2 fourneaux à bois permet avec des serpentins, permet de chauffer ou de préchauffer ou de compléter le chauffage des panneaux thermiques et d'avoir une autonomie suffisante pour être suffisamment au chaud dans ce bâtiment. Donc une autre vue avec les volumes, même s'ils ont l'air neufs, ils étaient existants, ils ont simplement été reconstruits dans leur volume initial. On perçoit à certains endroits que des poutres ont été changées, donc volontairement on les a laissées perceptibles. On a laissé cette différence de couleur, cette différence également de rugosité, puisque les anciennes poutraisons ont été taillées avec certainement une scie bambane, ces grandes scies, hein, et puis les nouvelles, elles sont sciées différemment. Donc le matériau est autrement. Alors là, on les voit. Voilà, on voit la différence entre l'ancien qui est plus irrégulier et puis le nouveau qui est de nouveau un petit peu plus régulier. Et puis on a récupéré un maximum. Donc ce qui était cassé, on l'a supprimé, on l'a remplacé par le nouveau. Et puis le pignon qui était encore valable, bon, on a simplement monté et retaillé les biais pour pouvoir récupérer toute le maximum de bois. Dans les toitures, peut-être vous voyez la différence, les différentes couches qui ont été mises en place. L'idée, c'était de garder une toiture le plus fin possible. On a isolé entre les chevrons, sous les chevrons, de manière à pouvoir garder une image qui reste le plus fidèle possible à la grange et aux maillens qui étaient à l'origine. Alors évidemment, on n'est pas tout à fait complètement conforme, mais on est proche de ce qui était auparavant. Alors, j'arrive jamais à le prononcer. Donc, Ka-na-na. On change d'échelle. Allez, parce qu'on a vu du grand, on a vu du très grand, on a vu du moins grand, on a vu du public, etc. Et là, on voit du mobilier. Donc, c'est un projet qui s'est fait en collaboration avec un artiste, Chris Faria, qui nous a accompagnés, aidés, qui a participé activement au développement du design de ces quelques tabourets. On en a 6 différents. Ils ont tous une forme différente et le détail constructif jusqu'à l'accroche de comment est-ce qu'on croise les différents bois qui forment le tabouret nous ont occupés pour savoir quel était le type de bois, la dimension du bois, comment est-ce qu'on voulait que ça soit, est-ce que ça allait être du mi-bois, du tiers-bois, du complètement bois. Donc on a vraiment été dans le détail jusqu'au bout du bout. On en a fait plusieurs, des essais, on en a fait en couleur, on en a fait dans des bois différents parce que après il fallait que ça soit pas trop lourd. Alors on a commencé avec un tabouret, c'était quoi, du chêne, je me souviens plus. Ouais. C'était pas une bonne idée. Ouais, alors ça, clairement, c'était beaucoup trop lourd, c'était pas possible de soulever ce tabouret et c'était trop lourd. Puis finalement, au fur et à mesure des variantes, on a développé ce tabouret qui fait partie finalement d'un processus de la même manière qu'on a ce processus dans la transformation ou dans la création d'un nouveau bâtiment. Donc on a vraiment toutes ces étapes de projet qui se mettent en place à toutes ces échelles différentes. Et le résultat, il est le résultat, la même chose dans un grand bâtiment, que ce soit l'usine ou que ce soit les crèches. Le tabouret, la même chose, il a besoin d'arriver à la fin avec une forme, une image, un toucher, cette sensibilité de quand on s'assoit, est-ce qu'on est confortable ou bien pas. Voilà, donc c'est vraiment, que ça soit un grand événement ou un plus petit événement, le processus est là, il est le même. Et le pourquoi on le fait, finalement, il est toujours au centre. C'est la question centrale, c'est pourquoi est-ce qu'on développe ce projet, dans quelle optique on est en train de réfléchir l'architecture aussi bien grande que plus petite. Là, on l'a mis en situation dans la maison de tout à l'heure sur la colline de Goubin pour le confronter à
à un espace existant, le mettre en relation avec d'autres types de design plus anciens, et pour se rendre compte de qu'est-ce que ça peut donner, comment est-ce qu'on arrive à le marier avec d'autres agencements. À droite, vous voyez un petit peu la question des comment est-ce qu'on croise les bois, comment est-ce qu'on finalise ces attaches. Voilà, ils sont tous là, donc, dans toutes leurs positions possibles. Et là, je repasse la parole à Céline. Donc c'est bientôt fini. En fait, en conclusion, je crois que vous avez compris, on aime ce qu'on fait. Parallèlement à notre travail appliqué au bureau, on est aussi tous au bureau actif dans la médiation de la culture du bâti, la Baukultur. Donc je rigole parce que c'est une nouvelle dénomination depuis la déclaration de Davos. Donc maintenant on parle de culture du bâti. Donc on est tous très engagés au bureau. En parallèle aussi, Carole et moi, on est dans différentes associations, dont la SIA, la Société Suisse des ingénieurs et architectes, où on œuvre aussi indirectement pour le musée d'architecture suisse, le SAM, à Bâle. Donc nous, on croit fortement que la redécouverte de notre territoire passe par la perception. Je crois que ça, vous l'avez compris. On pense qu'il y a de quoi faire. On doit redécouvrir notre territoire pour se l'approprier différemment. Et puis, pour ce faire, on a mis en place 2 projets, dont un qui est Walk With Me, qui vous emmène en balade architecturale à travers le canton, si souhaité. Et le second qu'on est en train de développer de manière proactive, c'est le projet Vallée Archipel, qui souhaite à terme définir un récit collectif commun pour cette vallée du Rhône que l'on aime tant. Voilà, en résumé, merci beaucoup pour votre écoute. Et puis pour ce soir, on en a fini, mais on peut revenir le 6 décembre, qui sait. Et puis, avant tout, on vous souhaite le plus plaisir du monde à définir votre monde comme vous souhaitez l'avoir. Et on vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci. Chose chouette à faire ce soir. Et puis revenez le 6 décembre pour Catherine. Alors avec Carole, ce soir, nous allons vous emmener dans une promenade architecturale au gré de typologies de programmes différents et d'échelles différentes. Avant d'embarquer dans cette balade, on voulait partager un peu notre monde mental, comment est-ce qu'on pense et puis comment est-ce qu'on procède. Mais avant de commencer, on voulait d'abord remercier toutes les personnes qui sont d'accord de nous faire confiance pour travailler, et puis aussi notre super équipe qui a une persévérance et une endurance à toute épreuve, et les partenaires aussi avec qui on travaille de temps en temps qui doivent nous supporter. Bref, au bureau, ce qu'on cultive et ce qu'on croit, c'est que, à l'image de la citation de Gandhi, c'est qu'on est ce qu'on pense. Et puis, on pense que l'intention, elle est vraiment à la base du processus de création. Et puis que ce qui rend les choses possibles, c'est cette intelligence collective qu'on cultive tous. Dans notre profession, au quotidien, on œuvre toujours à cette interface entre l'intention et sa formalisation réelle. Du coup, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on est comme tout le monde. Notre travail il s'inscrit dans l'air du temps. En allemand, j'adore ce mot, le Zeitgeist. On évolue dans un contexte qui est défini par des valeurs et des couleurs. Et puis, à l'image de l'ours polaire, les significations, elles changent. On passe du prédateur au symbole de la lutte pour le changement climatique. Donc, tout est en mouvement de manière perpétuelle. Ce qu'on aime bien aussi, c'est cet abord à la perception. C'est que notre perception, elle définit en fait notre rapport au monde. Et puis que la perception, c'est pas une représentation exacte d'une réalité. Elle est toujours subjective. Du coup, qu'est-ce qu'on fait dans notre vie? On passe notre temps à interpréter les choses
sur la base de nos prérequis, soit notre bagage, nos expériences. Tout ça, ça nous sert de traducteur. Et puis notre lecture du monde, elle est résolument intime et chacun en a une autre. Du coup, qu'est-ce qu'on fait tous ensemble? C'est qu'on construit des identités, on construit un environnement construit qui nous marque au quotidien. Tous les jours, on évolue dans ces coulisses. Et puis ces coulisses, elles définissent nos souvenirs, tout en étant aussi en fait une surface de projection pour l'avenir. Donc cette identité, elle progressivement, elle définit notre mémoire collective et notre appartenance. Du coup, tout ça, comment ça se passe? Ça se passe en dialogue. Il y a une multitude d'acteurs qui participent à ce processus. C'est des processus de longue haleine avec des gens différents, des instances politiques, privées, jusqu'à une réalisation concrète avec des entrepreneurs. Et puis chaque acteur apporte sa pierre à l'édifice. Nous, on croit fermement que la qualité du processus, elle définit la qualité en fait du résultat, de ce qui se construit. Aujourd'hui, on fait face à des challenges qui forcent tout le monde à se poser des questions, à se surpasser. Tout évolue rapidement et avec couleur. Du coup, il faut être agile et réactif. Et autour de ces nouveaux challenges se dégagent aussi de nouveaux chemins. Il faut faire un shift dans sa manière de penser et aborder la vie un peu différemment. Du coup, au centre de nos préoccupations, si on peut définir une Wunschlist ou une liste de souhaits, ça serait un retour à peut-être plus de sens commun, plus de simplicité. Donc du coup, dans un contexte pareil, comment est-ce qu'on aborde notre travail? La tête dans le mur ou avec ouverture, et résolument, on a décidé de partir sur l'option de droite, donc de se poser toujours la question centrale du sens des choses, du pourquoi on fait les choses, et surtout comment on veut les faire. Ce soir, comme annoncé, on va faire un voyage ensemble dans notre terrain de jeu, la vallée du Rhône, qui a son imaginaire collectif. Et les projets que l'on va vous montrer illustrent chacun à leur manière l'air du temps et les préoccupations actuelles dans lesquelles on évolue. Je passe avec plaisir la parole à Carole. Merci Céline. Éco-énergie, c'est un projet qui a commencé en 2008. C'est une équipe peut-être un peu folle qui s'est mise ensemble pour pouvoir imaginer comment est-ce que le futur énergétique de la région allait pouvoir évoluer, qu'est-ce qu'on allait faire des matériaux qui sont jetés, comment est-ce qu'on pourrait les revaloriser. Et puis de ce projet-là sont issus plusieurs projets découlants. Donc il y a eu une question de comment est-ce qu'on pourrait faire du gaz. Là, c'est comment est-ce qu'on peut faire de l'électricité. Et puis qu'est-ce qu'on fait avec les surplus de tout ce qui produit de l'électricité, ces chaleurs qui ont aussi une valeur qu'on arrive à transformer maintenant en chauffage à distance. Donc en 2008, tous ces gens-là se sont mis autour de la table pour pouvoir réfléchir à qu'est-ce que le Valais aurait besoin, où est-ce qu'on pourrait localiser un projet comme celui-là, et qu'est-ce qui pourrait devenir, comment on arriverait à fédérer autour d'un projet tel que celui-là les différents parties intéressées. Depuis tout ce temps-là, on a cherché pour ce projet-là à mettre ensemble des différents partenaires qui aujourd'hui sont fiers de pouvoir montrer leur usine qui est en phase terminale de construction. On est en train de mettre en service et bientôt un chauffage à distance permettra de chauffer une partie de la région de l'ouest de la ville de Sion, plus particulièrement Vétro-Apro, et puis probablement une partie d'Ardon. Donc ça a été un projet qui a voulu vraiment réunir les acteurs locaux le plus possible, tant que se peut se faire. Et donc il est en partie arrivé à ce but. Et maintenant, il est en phase de pouvoir produire ce dont on attend de lui. On a intégré ce projet-là dans un contexte aussi bien entrepreneurial que ressources matières premières très locales. Tout ce qui est brûlé, donc ça devient une usine de combustion de bois propre. Donc c'est quelque chose qui est assez spécifique puisqu'on a un tri de ces déchets qui permettent de faire fonctionner cette usine. Donc on est vraiment dans une économie qui utilise le recyclage à 200% pour pouvoir valoriser ensuite ces matériaux.
En plus des matériaux de recyclage, la volonté a été de pousser la réflexion plus loin sur la production d'énergie par le soleil. Donc, on est également dans quelque chose de très renouvelable, avec la maximisation de l'utilisation des toitures, avec une production par panneaux photovoltaïques d'électricité, qui elle-même permet d'alimenter en direct l'usine pour ses propres besoins, et puis a la possibilité, en cas de surplus, de réinjecter l'électricité dans le réseau. J'ai un peu le micro qui s'en va, monsieur. Je vais le tenir, ça va être plus simple. Le deuxième projet qu'on vous montre là, en fait, c'est un projet de mobilité douce qui fait partie de l'agglomération qui est autour de Saint-Léonard-Uvrier. C'est une passerelle qu'on a planifiée le long de la Lienne, sur la Lienne. Elle permet de relier Uvrier à Saint-Léonard, ou vice-versa, ça dépend des jours. Et elle permet aussi de simplifier le chemin jusqu'à la gare de Saint-Léonard. Donc l'idée, c'est non seulement de simplifier les trajets pour les habitants proches de la passerelle, mais également, si on la prend dans l'autre sens, donc de manière transversale, la Lienne coule à travers le village de Saint-Léonard et puis longe Uvrier et Saint-Léonard pour finir dans le Rhône. Et puis urbanistiquement parlant et puis paysagèrement parlant, on relie via ce cordon vert la promenade du bord du Rhône avec l'agglomération de Saint-Léonard, qui elle est Uvrier, qui elle est complètement bâtie et urbanisée. Donc la valorisation aussi au niveau paysager de ces cordons verts, ça permet de requalifier, ça permet de redensifier et de donner un nouveau sens à ces promenades qui étaient un petit peu désuètes. Donc là, on le voit pas vraiment. On le voit en tout petit gris. La seule chose qui est perpendiculaire au bleu, c'est la passerelle. Donc avec ce cordon vert qui est en devenir et en densification. Avec les images à proprement parler, l'idée d'utiliser les matériaux qui étaient déjà en présence sur place, avec la route cantonale qui est déjà bordée de ces murs en pierre, de prolonger l'existant, de faire avec ce qui est sur place. Donc là, les choix des matériaux également, on a plus haut une écluse en métal, donc l'idée c'était de répéter ou de réutiliser des matériaux qui sont déjà en présence. Pour le troisième projet, c'est l'école de Martigny-Croix, de la commune de Martigny-Combe. C'est un projet qui s'inscrit dans la rénovation de l'école existante. L'école existante n'avait pas été renouvelée depuis 30 ans. Donc là, le challenge de ce projet, ça a été de pouvoir le mettre à jour d'une manière énergétique, sismique, et puis d'augmenter sa capacité d'accueil des enfants. C'est une école primaire. Donc l'idée, c'était de pouvoir, dans la continuité des volumes, inscrire un volume, c'est celui que vous voyez au milieu, en plus, qui permet d'ajouter 2 salles de classe, une salle des maîtres, une salle de rencontre pour les parents et une salle pour le directeur. Ce projet a permis de mettre aux normes au niveau feu toute l'infrastructure. Donc, partie d'une infrastructure existante, on a réussi à le mettre à jour et à le rendre utilisable aujourd'hui encore pour l'enseignement. On voit là sur le milieu cette petite courette en plan et puis le volume en rouge qui est le nouveau volume qu'on a inséré. Le fait d'avoir choisi une densification par l'intérieur, c'était l'idée de pouvoir maximiser l'utilisation des circulations horizontales existantes, de ne pas devoir dédoubler ces circulations puisque ce n'est pas des endroits où c'est pas là où on apprend le plus, disons. On apprend aussi. Mais l'idée, c'était de pouvoir profiter de ce qui était déjà en place pour avoir un volume bâti le plus compact et dense possible. L'autre argument de ce genre de projet-là, qui a voulu être très dense, c'est de sauvegarder du territoire à proximité de l'école, puisque leur idée, c'est de pouvoir valoriser encore les parcelles adjacentes avec potentiellement d'autres projets dans le futur. Donc on a proposé là une solution qui était respectueuse du reste de l'espace encore bâtissable autour de l'école. Donc là, simplement, vous voyez les plans.
On a pu, ah oui, peut-être, on a aussi pu connecter verticalement. Ça, c'était important parce que c'est une réalité d'aujourd'hui qui n'était pas une réalité d'antan. La mobilité, La circulation verticale. ouais, Ascenseur. l'ascenseur. Ouais. Ouais, la circulation pour les personnes à mobilité réduite. Donc l'idée, c'était de pouvoir rendre tous les étages accessibles, aussi bien pour les personnes qui sont chaises roulantes ou qui ont cassé une jambe, aux espaces inférieurs, donc de sous-sol et de stockage. Donc là, un petit panorama de vue intérieure avec les matérialités. La cour, qui a été qui était existante mais remplie par la bibliothèque qu'on a démontée pour faire place à un jardinet qui leur permet d'avoir un espace intérieur qui est protégé et qui permet d'amener de la lumière sur tous les espaces de circulation ainsi que sur les nouvelles salles de classe. On vous a mis là une autre partie de notre métier. On s'est dit, les belles images, voilà, hein, il y en a beaucoup. On met un peu de détails constructifs. C'est ce qui nous permet d'arriver à une finalisation de notre métier. Finalement, c'est ça. C'est ce genre de détails-là, de dessins-là, qui va nous permettre ensuite de réaliser et de se faire comprendre. C'est notre manière de communiquer avec les différentes entreprises, entrepreneurs, bureaux techniques, les gens qui nous entourent, sans lesquels on n'arrive pas à faire avancer un projet et qui sont des pièces maîtresses de toute cette équipe qui œuvre à transformer, en l'occurrence, ce bâtiment-là. Donc, je ne rentre pas dans les détails, mais c'était pour que vous puissiez avoir une image de la complexité, en fait, et de toute l'information qu'il faut pouvoir transmettre pour arriver aux belles images que vous avez vues tout à l'heure. Voilà, jusque dans le détail, la mise en perspective des montagnes avec cet agencement de différentes toitures à différents niveaux. Et puis, toujours cette mise en relation avec le grand paysage, puisque cette aussi conscience que ce qu'on construit aujourd'hui ou qu'on transforme aujourd'hui va durer quelque chose comme 60 à 80 ans. Donc, c'est bien, si on arrive à bien faire, c'est mieux. Je passe la parole à Céline pour la petite enfance. Pour la petite enfance. Donc, de retour à Sion, on se situe dans le quartier de Champsec. Il s'agit de l'association de la pouponnière valaisanne qui, entre-temps, a été reprise par la collectivité publique. À l'origine, cette pouponnière est ouverte en 1946 par une femme entrepreneuse baloise qui est venue se faire soigner en Valais pour une tuberculose. Et puis, face à la précarité de la situation des femmes, a décidé d'ouvrir premièrement cette pouponnière, et elle a été ouverte dans l'ancien hôpital des Bourgeois. Fille de son temps, l'ancien hôpital des Bourgeois devait être rénové, mise à jour sismique principalement. Et du coup, l'association, la pouponnière a été déménagée dans l'ancienne usine Tavaro, propriété de la ville. À ce moment-là, le bureau Berclat-Torrent, donc Jean-Luc qui est présent, on fait un super projet temporaire pour la partie supérieure de la halle. Donc on voit là les maisonnettes se dessiner, c'était en 2008. Et l'idée, c'était vraiment que la pouponnière reste provisoirement dans cette structure. Pâques, les normes ont changé. La sismique aidant, il a été décidé que c'était impossible en termes de normes de retourner dans l'ancien hôpital. Du coup, la ville a décidé de pérenniser cette structure et de l'agrandir. Donc, c'est une structure qui est destinée au quartier de Champsec, et c'est là que nous, on est intervenu avec une proposition d'agrandissement entre les deux halles, et surtout la création d'un espace de jeu périphérique à toute cette halle pour que les enfants puissent se défouler, déambuler sans limite et dans le bonheur total. Donc en gros, vous voyez en coupe, ça c'est l'intervention réelle. Donc on a excavé ce sous-sol entre les deux bâtiments. Et puis
dans la partie supérieure, on voit à gauche ce grand espace extérieur qui se défile. On devine aussi les cabanes de Berclatoran qui existent encore, qui ont été mises à jour en termes de normes feu actuellement. Et l'idée principale du projet, c'est vraiment de dire, OK, ben, les enfants, ils ont toute cette surface supplémentaire extérieure qu'ils peuvent utiliser. Et le lien entre le haut et le bas se fait par ces patios qui éclairent l'espace inférieur dans ces zones-là. On a une cour principale qui est la cacahuète, avec cette grande chenot qui reprend l'eau, et puis un toboggan que vous verrez qui est juste magistral, qui a donné lieu à beaucoup de discussions, parce que c'était de savoir est-ce que ça peut être aussi ludique, parce que les enfants, ils vont jamais vouloir rentrer à la maison. Du coup, on a eu quand même le droit de le faire, donc vous le verrez ici. Donc ça, c'est le boudin principal qui amuse tout le monde. Donc cette cour, aussi la matérialisation, c'est aussi un thème qui récurrent dans ce genre de projet. On sait que le projet acclimatation et le changement climatique veut des sols poreux. Donc là, on a eu la chance de pouvoir mettre un deck à l'étage inférieur avec ce tartan. On voit aussi la chenot ici qui se dessine de manière poétique dans cette cacahuète. Les enfants, ils peuvent y passer un bateau en papier ou d'autres choses. Ils peuvent s'asseoir aussi aux balustrades pour regarder ce qui se passe en bas. Donc en fait, c'est vraiment un projet qui est adapté à l'échelle des enfants et il est plein de surprises. Ça, c'est les vues intérieures entre les salles. Donc toujours l'idée, c'est de travailler ces rapports visuels pour qu'il n'y ait jamais une limitation réel entre un espace et l'autre pour que les enfants ils aient toujours l'impression que le monde est grand et ouvert et que la vie continue. Voilà, c'était un peu ça l'idée derrière le projet. Dans les teintes, on a commencé à expérimenter avec des couleurs légères afin d'accompagner tout un chacun dans sa vie. Donc on voit apparaître un peu du rose, du jaune et voilà. Dans la même logique de la politique de la ville, donc de mettre en place par quartier des structures d'accueil pour la petite enfance. Donc il y en a 6 à Sion aujourd'hui. La partie nord de la ville, elle, au niveau du Grand Pont, a été dotée de la crèche nursery des Châteaux. Donc ça, c'est l'ensemble du centre protestant comme on le connaît, avec sa cure, son école et son temple. Il a été construit de 61 à 68 successivement par l'architecte Jean Souter pour ce qui est l'école et la cure et l'architecte Pierre Schmitt pour ce qui est le temple. Donc la ville a passé un accord avec le centre protestant. L'école a été rétrocédée à la ville pour en faire une crèche nursery. Et du coup, la salle polyvalente qui était dans l'école est passée dans le socle du temple. On a choisi ce soir de vous montrer juste l'école devenue crèche nursery. Donc là, on se retrouve au niveau du chantier, toujours des moments magiques où tout d'un coup, le squelette et l'essence même du bâtiment apparaît. Donc là, on se situe dans les années 61, on a ces dalles magnifiques avec ces poutraisons qu'on n'a pas du tout envie de cacher. Et du coup, le bâtiment évolue au gré de son isolation, son étanchéité, au respect des normes, et la structure disparaît. Mais la magie reste quand même. Donc là, on voit le L qui se dessine. On devine aussi en coupe ce rapport à l'extérieur. Au niveau supérieur, sur la place arrière, il y a une sortie de plein pied, une deuxième entrée à l'arrière. Et la salle polyvalente, à l'époque, était semi-enterrée en rapport avec cette cour extérieure. Ici, on est sur le parking du C, pour ceux qui connaissent. Donc l'entrée, qui n'est pas le C, la cible, je m'excuse. L'entrée se fait par là et le parking, il est à moitié sous cette cour extérieure. Ça, c'est l'espace extérieur de la crèche et ça, c'est l'entrée arrière. Du coup, en plan, on voit à gauche la structure antérieure, donc dessinée par Monsieur Souter. Et puis, on voit la modification qu'on a apportée, vu qu'on avait cette liberté grâce à la structure en place. Du coup, on a pu désaxer
la géométrie existante pour permettre en fait, de faire un espace de restauration et d'accueil pour les enfants le matin. Et puis l'idée, c'était de faire un grand mur habité qui contienne tous les espaces servants et qui permettent en fait de distribuer des deux côtés les fonctions. Donc ça abrite la cabane pour la sieste, ça abrite les WC, la cuisine, et voilà. Et du coup, toujours important, la même idée qu'à la crèche pouponnière, il n'y a jamais d'arrêt net, il y a toujours une continuité des vues et des regards entre les deux. L'étage inférieur, l'idée c'est la même chose, ça c'est l'entrée principale, de casser en fait cette orthogonalité aussi pour une question acoustique. Et puis on voit se dessiner les salles d'activité avec leur espace servant au gré de l'avancement dans le projet. Les couleurs, elles ont été définies par une étude de la perception des enfants suivant leurs âges. Donc il s'avère que l'œil, dans sa croissance, perçoit des couleurs différentes suivant sa formation. Et puis un autre paramètre qui était constituant pour le choix intérieur, c'était les monuments, enfin les matériaux déjà à disposition. Typiquement, le carrelage dans l'espace servant et qu'on a repris et thématisé différemment pour les salles de soins. Et puis, c'était notre vraie première expérience avec des couleurs, avec le soin porté à l'habit intérieur. Et ça a été une aventure en soi. On a testé géométrie et coloris. Ici, on devine ce meuble central qui distribue les salles des deux côtés avec ces espaces visuels et ces passages et ces niches où on peut s'asseoir. Alors, l'espace extérieur. Donc, l'idée aussi, c'était comme à la pouponnière, de laisser la plus grande liberté aux enfants. Donc, tous les jeux d'eau, ils peuvent les manipuler de manière analogue avec leurs petites mains. Et puis, il y a toujours ce rapport aux rondins, aux cailloux, pour qu'ils aient, malgré le fait qu'ils salissent quelque chose en main, qui ait une typologie de vie. Donc l'idée aussi derrière le projet de la crèche nurserie, c'était de faire un espace où ils se sentent à la maison et pas dans une surface stérile comme un home, ce qu'on voit de temps en temps. Voilà, bon, ça a été super parce que ça a donné en fait le kick pour la revalorisation de la rampe Saint-Georges. Et puis on a pu redéfinir aussi l'espace nord avec une fontaine où les gens peuvent s'arrêter, s'abreuver sur le passage en direction du grand pont. Là, ça a été la partie aussi très ludique et rigolote. On a développé une signalétique faite pour les enfants. Et du coup, on a joué sans arrêt avec ces formes géométriques. Vous voyez à gauche l'étude sur les couleurs, suivant la formation de votre rétine. Voilà. Dans le même groove que ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant, le canton aussi, lui, il est occupé à la revalorisation de son patrimoine et il rénove beaucoup de ses bâtiments existants. Et dans cette optique, ils ont besoin d'une zone de décharge ponctuelle à la piscine 10 où ils peuvent relocaliser leurs collaborateurs. Donc dans ce cas de la piscine 10, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une transformation de hall industrielle pour accueillir en temporaire des employés d'État. Et puis on voit l'ambiance entre ces deux mondes avec cette partie supérieure de bureau et encore des ateliers, un mélange de fonctions. Donc là, par souci d'économicité, c'est un projet hyper radical, on monte des murs en briques, on a de la serrurerie, c'est tout simple. Et puis l'effet est super. Voilà. Un test aussi, c'est pour l'extérieur, c'est filtres végétaux. Donc, pour faire protection solaire, on a monté des filtres végétaux qui permettent en fait de protéger les espaces de travail au rez-de-chaussée. On a eu quelques doutes la première année, ça poussait pas très bien, mais maintenant on y est et c'est vraiment assez cool si vous passez. Un autre projet, cette fois-ci à l'échelle d'un village, donc que ce soit le canton ou aussi les villages, ils travaillent à la revalorisation de leur espace de vie extérieur, à la qualité de leur espace public. Et dans le cas de Murat, ce qui est super intéressant, c'est que c'est une association d'habitants, c'est 20 familles
du village de Murat qui se sont mis ensemble pour reprendre l'ancien Café des Moulins, qui est situé dans la Maison Blanche au centre. Et l'idée, c'était d'en faire un lieu de rencontre intergénérationnelle pour toute la population avoisinante. Donc là, on voit l'idée en fait d'un bar central autour duquel tout se passe. Et puis, en effet, l'espace extérieur, il est super. C'est un ancien tilleul qui est juste incroyable avec une fontaine. Et ce café, il tourne, il rassemble les gens et il fonctionne vraiment comme vecteur de sociabilité efficace. Donc là, on voit l'ambiance intérieure. Et ce tilleul avec sa fontaine. Et je repasse la parole à Carole. Pour la suite, un projet a une chance incroyable de pouvoir participer à ce projet-là. C'est une maison qui se situe à Sierre, elle est sur la colline de Goubin, au sommet des escaliers de Goubin pour ceux qui connaissent, à gauche quand vous arrivez au sommet. C'est un projet, cette maison elle a été rachetée par une famille et donc il s'agissait de pouvoir avec le projet requalifier cette bâtisse qui est tout sauf aux normes de quoi que ce soit. Donc l'idée c'était de pouvoir intégrer pour eux un confort qui soit actuel. Donc pouvoir intégrer ce confort-là, ça voulait dire des gros travaux intérieurs et extérieurs, notamment de la toiture, comme vous pouvez l'apprécier sur cette image-là. La toiture n'a pas été simple à transformer. On a aussi, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est un bâtiment qui est protégé, donc il était en note 3 au départ du travail, et puis il est passé en note 2 au fur et à mesure du travail qui a été effectué. Donc ça veut dire qu'il est devenu plus protégé par le choix aussi de leurs propriétaires qui sont allés dans cette idée de patrimoine, de valorisation, de protection, et qui sont vraiment entrés dans le jeu de tout ça. Pour l'évolution du projet, on a été accompagné par le service qui à l'époque s'appelait Bâtiments, Monuments et Archéologie, qui est le CIP aujourd'hui. Et un petit clin d'œil à notre collègue Laurent Grichting qui a accompagné le projet et qui est décédé la semaine passée. Donc ils ont suivi cette réalisation pour pouvoir nous aider à faire des choix. Donc que ce soit pour les arrêtiers que vous voyez en toiture ou bien pour plus tard à l'intérieur, le choix des couleurs, tout a été vraiment recherché jusqu'au bout. Donc là, c'est plus le chantier. Donc, il y a eu une période où il a fallu intégrer tout ce qui était technique dans ce bâtiment-là. Donc ça voulait dire que tout était obsolète. Donc chauffage était existant, mais tout ce qui raccordait les chauffages existants ne l'était plus. La chaudière plus non plus. C'est un projet qui a été effectué en plusieurs étapes. On a commencé par le rendre habitable, donc faire tous les travaux intérieurs qui ont permis à leurs propriétaires d'emménager. Et puis ensuite, petit à petit, ils ont changé. Une fois la chaudière, ils ont optimisé maintenant avec des panneaux solaires. Ils ont permis, ils ont réaménagé ou plutôt requalifié des sous-sols qui étaient en perdition. Donc il y a vraiment tout un travail qui s'est étalé sur plusieurs années pour pouvoir rendre cette maison le plus accueillante possible. Et puis ce que vous voyez là sur les photos, c'est en l'occurrence à droite, c'est la version finale déjà investie par ses occupants, avec des sols qui étaient déjà là, qu'on a rénovés, qu'on a gardés, qu'on a complétés. Et puis d'autres sols, comme par exemple la cuisine, qui était c'était à peu près la seule pièce de la maison qui avait subi une transformation intermédiaire. Et cette transformation-là, elle avait été un petit peu... elle était obsolète et un petit peu malheureuse. Il n'y avait pas suffisamment de lumière dans cette pièce. Donc ce qui a été décidé, c'est à peu près la seule intervention spatiale du projet, c'est de relier l'espace numéro 4 à l'espace numéro 3, qu'on voit ici, par cette ouverture qu'on a effectuée dans le mur qui était existant. Et on a requalifié cette cuisine-là, on a changé des sols qui étaient foutus, et puis on a refait un nouvel aménagement, un nouvel agencement. Dans le reste des étages, le projet a été principalement
de trouver les bons papiers peints, les bonnes couleurs, hein. Partout dans l'existant, il y avait des papiers peints. Dans toutes les pièces, il y avait un papier peint différent d'époque. Et là, l'idée, c'était de réinterpréter cette idée du papier peint. Ça a été aussi l'occasion de se poser la question du mur blanc. Qu'est-ce que le mur blanc dans une construction? Jusqu'à quel point on a envie d'avoir des murs blancs partout dans une construction? Est-ce qu'il n'y a pas une banalisation de chaque espace via le mur blanc? Donc là, on a eu cette recherche-là. Donc, tous ces papiers peints nous ont induits, nous ont forcés à nous positionner sur qu'est-ce que ça allait devenir, tous ces murs. Donc on voit que là, on a choisi d'un commun accord avec soit le canton, soit les propriétaires, des couleurs et puis des motifs qui ont été intégrés dans les différentes pièces. Pour les sols, également, on a à gauche, en bas, en bleu, on voit un carrelage qu'on a essayé d'assortir au carrelage que les cages d'escalier avaient déjà. Donc la circulation verticale avait déjà ce genre de matériaux qui vivent, qui se patinent dans le temps et qui changent au fur et à mesure. Donc on a pu, dans la cuisine et dans les salles de bain qui ont été refaites du point de vue de leur sol, intégrer le même type de matérialité, même si c'est une réinterprétation actuelle, que ce soit au niveau des couleurs ou des formes, de ce qu'il y a déjà comme matérialité sur place. L'identité. Oh, je redescends. Vous êtes dans le Val d'Anniviers, au-dessus du village d'Ayer. C'est un maillet cher à mon cœur, hein, qui a été transformé. Il était déjà comme ça, donc tout ce que vous voyez là était comme ça veut dire qu'il était déjà en deux parties. Il était déjà accolé, ils étaient déjà les deux accolés l'un à l'autre. Et puis la majorité des ouvertures, pardon, et puis des pleins et des vides, du bois et du crépi étaient déjà tels quels. Donc tout ce que vous voyez a été soit complété, soit rénové. Donc complété dans le sens où ça faisait plus que 30 ans qu'il était à l'abandon. Donc une partie de la toiture était défaite, était complètement cassée et avait déjà la pluie et l'humidité avaient déjà attaqué les poutraisons supérieures, dont les sablières, qui ont dû être modifiées et pour la plupart changées. Donc on a intégré dans les ouvertures qui étaient existantes des fenêtres qui sont aujourd'hui à la norme actuelle, avec une isolation actuelle. C'est une transformation qui rend habitable à l'année cette bâtisse. Elle est isolée à l'intérieur. Elle est autonome également, donc dans l'idée de la question énergétique. Donc on a un captage d'eau pour l'alimenter. On a des panneaux solaires thermiques et photovoltaïques qui permettent d'arriver à une autonomie. Et puis 2 fourneaux à bois, un devant sur la partie avant, un sur la partie arrière, qui complètent cette technique qui permet d'être confortable dans le chalet. Donc un des 2 fourneaux à bois avec des serpentins, permet de chauffer ou de préchauffer ou de compléter le chauffage des panneaux thermiques et d'avoir une autonomie suffisante pour être suffisamment au chaud dans ce bâtiment. Donc une autre vue avec les volumes, même s'ils ont l'air neufs, ils étaient existants, ils ont simplement été reconstruits dans leur volume initial. On perçoit à certains endroits que des poutres ont été changées, donc volontairement on les a laissées perceptibles. On a laissé cette différence de couleur, cette différence également de rugosité, puisque les anciennes poutraisons ont été taillées avec certainement une scie bambane, ces grandes scies, hein, et puis les nouvelles, elles sont sciées différemment. Donc le matériau est autrement. Alors là, on les voit. Voilà, on voit la différence entre l'ancien, qui est plus irrégulier, et puis le nouveau, qui est de nouveau un petit peu plus régulier. Et puis on a récupéré un maximum. Donc ce qui était cassé, on l'a supprimé, on l'a remplacé par le nouveau. Et puis le pignon qui était encore valable, on a simplement monté et retaillé les biais pour pouvoir récupérer le maximum de bois.
dans les toitures, peut-être vous voyez la différence, les différentes couches qui ont été mises en place. L'idée, c'était de garder une toiture le plus fin possible. On a isolé entre les chevrons, sous les chevrons, de manière à pouvoir garder une image qui reste le plus fidèle possible à la grange et aux Mayens qui étaient à l'origine. Alors évidemment, on n'est pas tout à fait complètement conforme, mais on est proche de ce qui était auparavant. Alors, j'arrive jamais à le prononcer. Donc, Ka-na-na. On change d'échelle. Allez, parce qu'on a vu du grand, on a vu du très grand, on a vu du moins grand, on a vu du public, etc. Et là, on voit du mobilier. Donc, c'est un projet qui s'est fait en collaboration avec un artiste, Chris Faria, qui nous a accompagnés, aidés, qui a participé activement au développement du design de ces quelques tabourets. On en a 6 différents. Ils ont tous une forme différente et le détail constructif jusqu'à l'accroche de comment est-ce qu'on croise les différents bois qui forment le tabouret nous ont occupés pour savoir quel était le type de bois, la dimension du bois, comment est-ce qu'on voulait que ça soit, est-ce que ça allait être du mi-bois, du tiers-bois, du complètement bois. Donc on a vraiment été dans le détail jusqu'au bout du bout. On en a fait plusieurs, des essais, on en a fait en couleur, on en a fait dans des bois différents parce que après il fallait que ça soit pas trop lourd. Alors on a commencé avec un tabouret, c'était quoi du chêne, je me souviens plus. Ouais. C'était pas une bonne idée. Alors ça clairement c'était beaucoup trop lourd, c'était pas possible de soulever ce tabouret et c'était trop lourd. Puis finalement au fur et à mesure des variantes, on a développé ce tabouret qui fait partie finalement d'un processus de la même manière qu'on a ce processus dans la transformation ou dans la création d'un nouveau bâtiment. Donc on a vraiment toutes ces étapes de projet qui se mettent en place à toutes ces échelles différentes. Et le résultat, il est le résultat, la même chose dans un grand bâtiment, que ce soit l'usine ou que ce soit les crèches. Le tabouret, la même chose, il a besoin d'arriver à la fin avec une forme, une image, un toucher, cette sensibilité de quand on s'assoit, est-ce qu'on est confortable ou bien pas. Voilà, donc c'est vraiment que ça soit un grand événement ou un plus petit événement, le processus est là, il est le même. Et le pourquoi on le fait, finalement, il est toujours au centre. C'est la question centrale, c'est pourquoi est-ce qu'on développe ce projet, dans quelle optique on est en train de réfléchir l'architecture aussi bien grande que plus petite. Là, on l'a mis en situation dans la maison de tout à l'heure sur la colline de Goubin pour le confronter à un espace existant, le mettre en relation avec d'autres types de design plus anciens et pour se rendre compte de qu'est-ce que ça peut donner, comment est-ce qu'on arrive à le marier avec d'autres agencements. À droite, vous voyez un petit peu la question des comment est-ce qu'on croise les bois, comment est-ce qu'on finalise ces attaches. Voilà, ils sont tous là, donc, dans toutes leurs positions possibles. Et là, je repasse la parole à Céline. Donc, c'est bientôt fini. En fait, en conclusion, je crois que vous avez compris, on aime ce qu'on fait. Parallèlement à notre travail appliqué au bureau, on est aussi tous au bureau actif dans la médiation de la culture du bâti, la Baukultur. Donc, je rigole parce que c'est une nouvelle dénomination depuis la déclaration de Davos. Donc maintenant, on parle de culture du bâti. Donc on est tous très engagés au bureau. En parallèle aussi, Carole et moi, on est dans différentes associations, dont la SIA, la Société Suisse des ingénieurs et architectes, où on œuvre aussi indirectement pour le musée d'architecture suisse, le SAM, à Bâle. Donc nous, on croit fortement que la redécouverte de notre territoire passe par la perception. Je crois que ça, vous l'avez compris. On pense qu'il y a de quoi faire. On doit redécouvrir notre territoire pour se l'approprier différemment. Et puis, pour ce faire, on a mis en place 2 projets
dont un qui est Walk With Me, qui vous emmène en balade architecturale à travers le canton, si souhaité. Et le second qu'on est en train de développer de manière proactive, c'est le projet Vallée Archipel, qui souhaite à terme définir un récit collectif commun pour cette vallée du Rhône que l'on aime tant. Voilà, en résumé, merci beaucoup pour votre écoute. Et puis pour ce soir, on en a fini, mais on peut revenir le 6 décembre, qui sait. Et puis, avant tout, on vous souhaite le plus plaisir du monde à définir votre monde comme vous souhaitez l'avoir. Et on vous souhaite une bonne soirée. Merci.